Ouais, ça ouvre. Ouais. Voilà, et Et ça vous va avez être, 5 micros. ça va être Tanguy le skipper pour la première partie de cette plénière. À toi la barre, Tanguy. Merci beaucoup François. Merci à tous les 5 à nouveau d'être avec nous cette année. Je voudrais qu'on rebondisse tout de suite sur ce que vient de nous dire Christophe Lasserre-Ventura, parce que finalement, ce dont il nous a parlé, c'est le goodvertising, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le goodvertising, cette contraction de good et de advertising, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, cette publicité plus responsable, plus éthique. Mais moi, j'ai l'impression que vous, opérateurs de sociétés d'affichage, c'est quelque chose que vous menez depuis déjà de nombreuses années. Valérie Decamps, est-ce que dans le métro, vous pouvez nous en parler un peu de cet espace gracieux Bien sûr, bonjour à tous. Oui, alors mention spéciale pour Claire Chanel, pour Personnage. Je crois qu'on a chacun des valeurs qu'on soutient plus ou moins. Donc, ça fait partie clairement de l'utilité du média. Christophe a dit tout à l'heure, s'afficher, c'est exister. Bon, c'est effectivement une punchline assez inespérée pour nous ce matin que d'entendre ça. Mais sérieusement, c'est vrai que pour certaines causes, on leur donne une visibilité, une caisse de résonance qui est assez inédite et puissante. Et je crois que ça fait partie de notre rôle d'entreprise contributive. Nous, chez Mediatransport, on a plutôt des territoires qui sont sur la préservation de l'environnement, l'image de la personne, quelque chose de très important, et aussi tout ce qui est lutte contre l'exclusion. Sur l'environnement, si je peux peut-être raconter une anecdote ce que vous avez fait au voilà, printemps qui a dernier. pas mal buzzé. On a été interpellés il y a peut-être, je ne sais plus, 2-3 mois par de jeunes étudiants derrière un collectif qui s'appelle Le Réveil écologique. Et en fait, ces jeunes-là, qui sont des jeunes étudiants avec la tête très bien faite, pour la plupart Sciences Po, avaient fait un photomontage avec donc une affiche dont ils rêvaient voir affichée dans le métro, donc un 4x3. Et c'était en fait pour interpeller sur la 3e publication du rapport du GIEC. Donc ils nous ont interpellés sur LinkedIn, disant oui, Mediatransport, en plus ou au lieu, je ne sais plus, de passer de la publicité commerciale, vous pourriez aussi diffuser ce genre d'affiches. Et on leur a répondu, ok, voyons-nous, parlons-en. Et en moins de 15 jours, on a réalisé leur rêve. Et ça a été pour eux inespéré. Donc voilà une action, je dirais un quick win qui fait sens, qui est utile. On en a eu un autre récemment avec une plateforme associative numérique qui nous a bluffé. Un des problèmes, il y a tellement en ce moment, on ne sait plus par quoi commencer, mais un des problèmes en ce moment, c'est la pauvreté des étudiants qui ont très très peu de moyens, qui pour certains ne font qu'un seul repas par jour. Et on a découvert ces jeunes, Delivered, qui en fait proposent des paniers repas gratuits pour les étudiants, sur le modèle de Deliveroo, sauf que tout est gratuit. Pareil, on les a rencontrés, je crois qu'ils n'en reviennent toujours pas. Je regarde Lydie Olas, qui est notre responsable développement durable et communication, parce que c'est venu par elle. Et je crois, voilà, ça nous fait du bien, en plus, à nous, en tant qu'afficheurs, de faire du bien à des associations responsables. Et je crois que ça fait partie aussi du rôle, encore une fois, que toutes les entreprises doivent avoir. Alors, vous êtes aussi dans un espace public, et donc votre territoire dépend de concessions, on va dire, publiques. Enfin, il y a des appels d'offres. Et donc, il y a une autre utilité très concrète, c'est que vous versez des redevances. Oui, beaucoup d'argent. Oui. En fait, on a un modèle financier qui est assez particulier. Et pour avoir fait d'autres médias, je ne connais pas d'autres médias qui reversent autant d'argent à l'intérêt général. Donc, en fait, nous, on a un modèle financier. Après, ça dépend des réseaux. Bon, nous, on est spécialistes des transports publics, comme chacun sait. Donc, en fait, quand on fait 100 millions chiffre d'affaires, on en reverse plus de la moitié pour l'opérateur de transport, qui lui-même, et ça, c'est important de le savoir, réalloue, en fait, ses recettes dites hors transport vers la rénovation de ses stations,
vers le renouvellement des bus, par exemple des bus thermiques qui vont passer en bus électriques, comme vous le savez, ou d'ailleurs à la RATP, il y a 4500 bus à transformer. On contribue en partie à 200 bus par an. Et c'est la même chose sur la SNCF. Tout l'argent qui est reversé, effectivement, est fléché vers la rénovation des transports publics, donc de l'intérêt général. Donc, en effet, il me semble que cette contribution financière, est unique dans le paysage des médias. Et ça, on n'a toujours pas parlé des taxes locales qu'on paye par ailleurs. Mais je prends un exemple très concret sur la RATP. J'ai lu récemment que la hausse du coût de l'énergie de la RATP serait de 70 millions en 2022. Est-ce que chez Métrobus, la redevance couvre, par exemple, cette hausse du coût de l'énergie? Oui, largement. Très largement. Je vais donner la parole à Isabelle Schlumberger parce que quand on parle de redevance et d'utilité quasiment de service public, c'est le modèle de JCDecaux depuis 1964. Oui, c'est le modèle que Jean-Claude Decaux a inventé effectivement en 1964 avec cette idée qui ensuite a fait le tour du monde, à la fois chez JCDecaux mais aussi chez d'autres sociétés de communication extérieure qui ont repris ce business model. C'est très simple, c'est de expliquer aux collectivités locales, aux villes, aux agglomérations que les abribus qui à l'époque... Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont attendu le bus avant 1964, mais en tout cas, il y avait un poteau d'arrêt, éventuellement dans les zones périurbaines, un abri en béton en mauvais état et qui sentait très mauvais. Et donc, Jean-Claude Decaux arrive avec cette idée de faire financer ce service par le revenu généré par la présence de la publicité sur l'objet, que ce soit l'abribus, que ce soit le MUPI. On a fêté cette semaine les 50 ans du MUPI, le mobilier urbain pour l'information, ce qu'on appelle la sucette, une face pour la ville pour sa communication et une face pour la publicité pour financer le service. Et puis les kiosques à journaux, les systèmes de vélos en libre service, vous le savez, c'est financé par la publicité qui sont développés à partir du début des années 2000 et on les a exportés dans le monde entier avec toujours ce business model où effectivement l'entreprise paye les investissements et on peut dire que ce sont des dizaines, voire sur certains gros contrats, des centaines de millions d'euros d'investissements à mettre upfront, comme on dit, au début du contrat. Et puis, le risque d'entrepreneur qui fait qu'il faut espérer que pendant les 15, 18, 20 ans du contrat de mobilier urbain, les recettes publicitaires viendront compenser à la fois les investissements faits et les coûts opérationnels. Parce que c'est marrant, quand on parle de marché public, récemment je me faisais la réflexion, c'est souvent une collectivité qui donne de l'argent à un opérateur dans le BTP pour réaliser... Nous, c'est dans le sens inverse. Vous faites le financement, vous faites l'entretien, la maintenance. L'entretien, la maintenance. Vous payez la redevance. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup de contrats demandent qu'à la fin, vous laissiez le mobilier. Oui, ça peut être le cas. Ce qu'on peut dire quand on parle de la commande publique en France, Jean-Charles Decaux a pris la parole à 2 reprises dans la presse au cours des 20 derniers mois pour expliquer comment la France pourrait accélérer sur la transition écologique en actant du fait que si la commande publique se verdissait, eh bien c'est entre 13 et 15% du PIB qui accélérerait sur le verdissement. C'est-à-dire qu'on prône vraiment chez JCDecaux que les critères RSE, et pas que environnementaux, mais aussi sociaux et sociétaux, soient pris en compte. On a encore beaucoup d'appels d'offres qui sortent. Alors, c'est vrai dans nos 83 pays, mais c'est encore vrai en France, et Bouteina peut en témoigner également, avec 0 critère sur l'environnement et le social. C'est pas normal. Tout le monde sait aujourd'hui que, entre autres, on a perdu les Vélib à Paris parce que nous, on avait 100% de nos 275 salariés en CDI qui étaient payés 25% au-dessus du SMIC, qui avaient une prime d'ancienneté parce qu'en moyenne, ils étaient avec nous depuis 8 ans et demi sur le contrat précédent et que le concurrent a proposé un contrat dans lequel il reprenait 0 des salariés précédents, il les payait au SMIG
et ils les mettaient en CDD. Et la différence entre les deux concurrents s'est faite sur le volet social. C'est aujourd'hui, nous le pensons, en France, inadmissible. Il y a aussi la question, grâce au développement de ce mobilier urbain financé par la publicité, le développement de la Smart City. Alors je voudrais quand même qu'on aborde, parce que dans la Smart City, il y a aussi les écrans. Et donc il y a l'acceptabilité aujourd'hui des écrans dans l'espace public. Sébastien, est-ce qu'on peut en parler un peu? Alors peut-être, je ne sais pas si vous aurez envie de débunker, comme on dit, cette phrase qu'on entend beaucoup, c'est qu'un écran aujourd'hui, annuellement, consommerait autant qu'un logement. Oui, alors ça déjà, je ne suis pas sûr. Alors j'ai regardé, c'est pas vrai. Non, mais tout est une question de prise de recul par rapport à ces métiers. Tu vois, on vient de parler de l'utilité, j'y reviens 2 secondes. Mais très concrètement, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. L'impact sur la taxe foncière à Paris, s'il n'y avait pas de mobilier urbain, je ne parle pas de la redevance uniquement cash, je parle du financement des mobiliers, le soutien des commerces de proximité, il y a toute une problématique de centre-ville, nous, sur lesquels on adresse historiquement pas mal de choses. Ça a des impacts très très concrets. Donc concrètement, le pouvoir d'achat, ça se mesure. Le prix du pass Navigo, c'est pas le même. Hein. S'il n'y a pas de publicité, les écrans, etc., c'est pas du tout la même chose. Après, juste pour remettre un peu de cadre dans tout ça, tu parles du DOH et des écrans. Je suis très sensible à ce qui a été dit par Personnage, mais c'est aussi une révolution pour ce média, parce que, en tout cas, c'est comme ça qu'on se voit, c'est aussi un nouveau média. Et c'est quelque chose qui permet de communiquer sur des thématiques éditoriales, sans forcément que ce soit des campagnes publicitaires. Ça peut être du gracieux pour des associations, certes, mais c'est aussi des thématiques éditoriales qui représentent une manière, une accessibilité pour des causes, pour des thématiques, que ce soit le culturel, que ce soit des thématiques écologiques, voilà, qui sont très importantes et qui sont nouveaux et qui sont fondamentalement la liberté d'expression sur le plus vieux média du monde. C'est des choses qui sont importantes. Hein. Si on commence à s'attaquer comme ça, à la légère, à ce genre de médias, c'est un enjeu démocratique. Il y a aussi un autre point qui est clé, c'est que tous nos business d'opérateurs, et c'est ce que tu disais Isabelle sur le moins-disant social, c'est que nous, on est dans le local. C'est-à-dire qu'on a tous nos salariés, ils sont en France. C'est des business locaux. Je veux dire, sur le 1,3 milliard que pèse ce business, il y en a plus d'1 milliard qui est très directement, sous quelque forme que ce soit, mais y compris au niveau de nos salariés. Nous, on a 400 salariés chez Phoenix. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'éminemment important pour nous, éminemment local, avec énormément de différentes fonctions qui sont présentes dans ces métiers d'opérateurs, des plus techniques, de codeurs, d'ingénieurs, mais aussi d'intervenants terrain, d'afficheurs. Et c'est très noble d'avoir cette industrie qui est localisée en France. Et ce n'est pas pareil. S'agissant des plateformes américaines, Facebook n'a pas du tout la même structure de coûts, n'a pas du tout le même impact sur l'économie, n'a pas le même business model. Et on parle beaucoup de la réindustrialisation de la France. C'est super de vouloir revenir sur et réindustrialiser le pays. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que la transition écologique passe par là, d'ailleurs. Mais du coup, nous sommes éminemment une industrie qui est dans cette dynamique et qui apporte ça comme création de valeur très, très mesurable au pays. Du coup, tout ça pour dire que tous ces points sont attachés à un impact environnemental. Et ce n'est pas du tout par hasard qu'on est le seul média, le seul secteur, le seul à avoir une trajectoire carbone, à s'être engagé, il y a 2 ans maintenant, sur une trajectoire carbone globale, qui est bien plus ambitieuse que le fameux référentiel de la COP21. C'est quand même moins 25% d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2025 et près de moins 50% à horizon 2030. Donc, et ce n'est pas du tout par hasard. Et à la limite, ce n'est pas parce qu'on est des gens particulièrement vertueux, c'est parce que c'est un peu mécanique en fait. Notre business model, c'est d'avoir un emplacement qui touche des dizaines de milliers de personnes. Donc évidemment, c'est moins impactant pour l'environnement que d'avoir un smartphone dans la main de chacun et 1 ou 2 postes de télévision chez les foyers français. Donc c'est assez mécanique. Non, du coup, tu parlais du DOH. Ouais. Pour finir de déminer le DOH, il se trouve que dans cette trajectoire carbone, le DOH, il a un impact positif. Il contribue positivement. Parce qu'en fait, le DOH, déjà, c'est
on switch sur de l'électricité sur la partie utilisation, et ça a un effet bénéfique, et on a un effet de transition qui apporte, dit autrement, si on enlevait le DOH de la trajectoire carbone de notre secteur, on augmenterait les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'impact global, voilà, et évidemment, donc ce n'est évidemment pas justifié de venir sous prétexte qu'on est très visible, et c'est notre vocation d'être très visible, puissant, et très puissant, c'est trop facile de venir dire « Ah là là, c'est pas bien ». Non, il faut juste avoir une vision un peu plus scientifique. Comment vous vivez juste... Je voudrais rebondir sur deux chiffres, parce que quand on parle de trajectoire environnementale d'une profession, je pense que c'est important, et tu as parlé des territoires, Sébastien. Nous, on embarque là dans le scope 3 de notre trajectoire RSE, 1700 entreprises en France qui sont nos fournisseurs, qui sont installées sur tout le territoire français. Et ce sont alors certaines des ETI, mais il y a énormément d'artisans et de TPME qu'il va falloir emmener avec nous dans cette trajectoire. Et donc, ce sont des entreprises telles que les nôtres, solidement implantées dans les territoires, qui peuvent faire ce travail. 1 euro investi chez JC Decaux, c'est 3,95 € d'impact sur le PIB français. C'est pas neutre. Comment vous vivez actuellement, excusez-moi, je fais une petite encartade, ce bashing politique qui aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de marketing pour l'utilité je crois que Taïda peut répondre parce que... Justement, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut avoir un impact aussi avec peut-être beaucoup de fake news aussi. Hein. Oui, c'est assez intéressant. Je pense que... D'abord, bonjour tout le monde, pardon. En fait, je pense qu'on est très attaqué parce que dans l'imaginaire des citoyens, on incarne cette société de consommation. Et donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels on est jugé très durement sur la consommation d'énergie qu'on fait, est-ce qu'elle est utile ou pas utile, sur l'encouragement à la surconsommation, et puis sur un aspect qui est la pollution visuelle. Et il y a plein de choses à reprendre dans les critiques qui nous ont faites, et Sébastien a commencé à en parler. Il y a plein de choses qui ne sont pas justifiées dans les critiques qui nous ont faites. Mais je pense que c'est quand même important qu'on prenne la mesure de l'inquiétude que ces critiques révèlent, en fait. Il y a une réelle préoccupation dans la population française, et ailleurs d'ailleurs, sur ces sujets-là. Et la façon dont on se saisit de ce sujet-là dans l'industrie me paraît la bonne. C'est-à-dire qu'ensemble, depuis déjà de nombreuses années, on a pris complètement en considération ces sujets-là. Quand on met notre média, qui est un média utile, impactant, au service de certaines causes, c'est une façon d'embrasser les préoccupations des citoyens. On est un média très, très, très citoyen, au sens où on est accessible à tous. Tout à l'heure, Christophe Lasserventura disait « si j'affiche pas, je n'existe pas ». Et il disait aussi un autre point, il disait « on parle à toutes les populations quand on parle en affichage ». Et donc, cette puissance qu'on a, cette capacité à être gratuit pour celui qui nous voit, à être démocratique, inclusif, ça nous donne une opportunité extraordinaire de porter des messages au plus grand nombre. Et il y a un point qui, pour moi, me paraît très important. On a dit, Lasserventura disait « si je n'affiche pas, je n'existe pas ». C'est vrai pour les associations, et on est nombreux à soutenir tout un tas de causes, mais c'est aussi vrai pour l'émergence d'une nouvelle économie. La transition écologique, elle n'existera pas si on n'arrive pas, par la communication, à montrer en quoi un modèle de société différent est attractif. Et la petite marque, la petite entreprise française qui invente un nouveau concept, qui invente un produit plus écologique, qui produit français, elle n'existe pas si elle n'affiche pas. Elle n'existe pas si elle ne rencontre pas son public. Et donc notre rôle à nous, quand on est un média qui est un média des territoires, un média de proximité, c'est aussi de permettre à d'autres productions, à d'autres produits, à d'autres services qui peut-être sont plus avancés sur les enjeux écologiques, sur les enjeux sociétaux, justement d'émerger, d'être visibles et d'atteindre leur public. Donc l'utilité, elle est aussi là-dedans. Et pour moi, la façon de répondre aux critiques qui nous sont faites à notre média, c'est de dire, ne nous trompons pas, notre média est un média démocratique, c'est le média le plus populaire, le plus en proximité. Il a un rôle absolument fondamental à jouer. Détruire la publicité extérieure, Sébastien le disait, c'est renvoyer de la publicité sur d'autres supports. Je ne suis pas sûre que ce soit l'intérêt ni de l'industrie française par rapport à tous les emplois qu'on gère et tout ce qui est fait localement en France. Je ne suis même pas sûre que ce soit vertueux justement sur cette notion de transition écologique. Parce que nous, on a ce souci-là que d'autres n'ont pas
pour des raisons même simplement d'ancrage dans un écosystème. Encore une fois, et Isabelle le disait, nous on fait partie de la ville, Valérie parlait des transports, on fait partie de la vie des citoyens. On n'est pas juste un support publicitaire, on est l'abri bus, on contribue financièrement, etc. Donc on a une obligation, je dirais presque morale, qui vient du fait même qu'on participe à un écosystème qui est un écosystème démocratique, citoyen par essence. Valérie. Ouais, je voudrais juste compléter la réponse de Bouteina parce que la question est quand même centrale. Pourquoi on est autant attaqué alors que c'est le média qui a entamé depuis des années sa transformation? C'est le média le plus réglementé. Stéphane pourra peut-être en reparler tout à l'heure. On est les seuls à avoir pris une trajectoire de baisse significative. Vous avez signé un contrat climat. On a signé un contrat climat. On a signé depuis déjà 10 ans une charte avec l'ARPE sur tout ce qui était greenwashing. Pas un autre média peut dire la même chose. Pourquoi on est attaqué? Parce que c'est facile. Parce qu'on est sur le domaine public, parce qu'on opère dans des entreprises publiques et qu'il est beaucoup plus simple de s'attaquer à un média de proximité accessible que les grandes plateformes dont Sébastien parlait tout à l'heure. Il y a aussi cette réalité, il faut le dire, dans cette période de sobriété où on doit tous faire des efforts. On n'est pas là à dire on doit rien faire, on est les plus petits. Non, on dit juste que c'est quand même étrange qu'il y ait cette obsession sur la publicité extérieure. On représente 1%, je crois, des consos électriques. 0,1 pour le DOH. Merci Isabelle. Nous tous ensemble. 0,1 des technologies de l'information et de la communication. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Mais on a déjà fait. On a déjà entamé notre transformation. Donc, qu'est-ce qu'on va encore nous sortir au mois de janvier? Il y a cette notion de facilité qui, malheureusement, prévaut aujourd'hui chez le législateur. Et en plus, pour finir, une perception, parce que toutes les décisions qui ont été prises récemment, honnêtement, sans les contester, on est dans du symbolique pur. Il faut quand même le dire. Donc, à un moment donné, si on prend les choses de façon très rationnelle, très pragmatique, quand on regarde le paysage des médias et on regarde les émissions carbone, les consos énergétiques des uns et des autres, chacun doit contribuer, mais de façon proportionnée. C'était Isabelle qui me parlait de Grenoble, je crois. C'est important. D'abord, il faut se demander pourquoi... On croit, venant d'ici, qu'il n'y a plus de pub à Grenoble. Non. En fait. Non. Je vous encourage, on part tous ensemble si vous voulez. Parce que c'est ce qu'on nous a vendu en disant on enlève la communication extérieure à Grenoble, par exemple. Allons passer une soirée à Grenoble. Franchement, c'est une ville super. On ira skier. Je crois qu'il neige, ça commence, donc on peut peut-être aussi aller skier. En tout cas, si vous allez à Grenoble, et je vous y encourage, la ville s'est transformée, il faut le dire. L'agglomération de Grenoble est une agglomération qui a beaucoup fait, qui a transformé son centre-ville. Et l'agglomération, effectivement, dans le cadre du nouveau contrat que nous avons signé il y a quelques années avec la société de transport, a décidé de se doter d'écrans numériques. Donc non seulement il y a de la publicité sur les abribus et les abri-trams à Grenoble, mais il y a également des écrans numériques, un truc de dingue quand même. Mais pourquoi ? Parce que la collectivité, la société de transport est très heureuse de pouvoir avoir ce média show, cette nouvelle technologie, cette modernité. Et les revenus avec. Et les revenus, bien sûr, qui vont avec, mais aussi cette capacité de s'adresser aux citoyens différemment au mois d'août, selon que la température, pour dire qu'il faut se désaltérer, penser aux personnes âgées, avoir là en ce moment des consignes éventuellement de sobriété énergétique, ou tout autre par quartier. Vous pouvez adresser par définition l'écran et donc le message par quartier. Un certain nombre de villes dotées d'écrans numériques en mobilier urbain agissent comme ça parce qu'on ne s'adresse pas au sud de la ville et au nord différemment, le mercredi après-midi quand les enfants sont de sortie, qu'un dimanche matin, etc., etc. Donc pourquoi priver? Et les villes là-dessus, elles ne sont pas sottes, loin de là. Tous leurs services de com et leur maire et leur administration comprennent bien que c'est un nouveau canal de communication, une modernisation de leur communication qui leur est donnée et sur lequel, bien évidemment, la ville de Strasbourg, également une édile, comme vous le savez, avec une majorité écologique, s'est dotée également d'écrans numériques. On vient d'en installer 72 à Strasbourg.
Les Voilà, seuls et ça écrans, vit très les bien. seuls écrans sur le domaine public aujourd'hui à Paris sont ceux de la mairie. Mais je voudrais puisqu'on est en région, je voudrais qu'on Et écoute. ils sont super moches. La définition est pas top, Mauvais, ben voilà. alors mauvais que conseil. la technologie existait lorsqu'ils ont été installés. Mais puisqu'on est en région, je voudrais qu'on parle avec Olivier Le Tondeur. L'année dernière, vous aviez la casquette Exterion Média, là vous avez la casquette Giraudy. Dites-nous déjà rapidement ce qui s'est passé, et puis vous, comment vous vivez cette notion d'utilité Et puis on a revu Myriam, hein, au passage. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, c'était une volonté de rebrander sur Giraudy. C'est un nom qui a parlé à tout le monde au niveau des valeurs de région et de local. Un actionnariat franco-français. On voulait faire un petit rappel qu'on était proche de nos régions et que depuis 111 ans maintenant, parce que Giraudy est un nom qui a 111 ans. Donc tout à l'heure, vous parliez de 1964, je crois, c'est ça, avec JC Deco. Voilà, donc ce sont des vieilles entreprises des anciennes entreprises qui sont dans le périmètre depuis longtemps et qui agissent beaucoup sur les territoires, et on était très attachés à ces valeurs. Non, moi je voulais revenir sur ce qu'on disait juste avant aussi. C'était ce qui est agréable dans la bonne nouvelle de toutes ces agressions qu'on peut avoir, c'est qu'on est dans le scope. On apparaît parce qu'on a un média puissant. Et alors c'est vrai que c'est pas très agréable d'être attaqué, bien sûr, mais moi j'ai adoré tout à l'heure la phrase de Personnage qui dit après chaque campagne, il a tout de suite une campagne de dons. Donc là, si on est dans la recherche du ROI, on l'a en direct, on voit bien qu'on a un média qui est extrêmement puissant, sur lequel il y a des retombées. Donc on a tous des affinités avec différentes associations, comme le disait tout à l'heure Valérie. Alors ça peut être la lutte pour la violence contre les femmes ou autre. Enfin, nous on a travaillé avec Personnage récemment aussi, mais c'est très agréable et ça nous touche tous vraiment personnellement. Ce sont des sujets en fait qui nous touchent parce qu'on voit que notre média est puissant, on voit qu'il a des vraies retombées et on peut communiquer sur des valeurs qui nous sont chères. Ça, utilité publique et intérêt général, comme disait aussi tout à l'heure Valérie, que ce soit sur les taxations, sur les dispositifs qui font vivre les municipalités, mais aussi sur l'intérêt et l'économie locale. On parlait tout à l'heure des redevances versées sur les mairies ou des TLPE. Je tiens aussi à insister sur l'économie régionale, notamment chez Giraudy, où nous avons 9000 bailleurs privés qui touchent des redevances annuelles pour l'exploitation d'un dispositif publicitaire sur leur terrain. Tout ça aussi, c'est du pouvoir d'achat en local. C'est une forme d'utilité publique et d'intérêt général aussi. Et pour terminer, la sobriété, comme l'a très bien dit tous mes confrères autour de la table, ça fait des années et des années. Rappelez-vous, on a eu des OH Trend qui n'étaient quasiment basés que sur les transitions écologiques, où on a expliqué déjà qu'on travaillait avec des moteurs basse consommation, de l'énergie 100% verte. Chez JC Deco, ça fait aussi des années que ça fonctionne comme ça. On est en train de faire muter nos flottes de véhicules en électrique. On travaille avec des encres lavables, des panneaux photovoltaïques. On ne sait plus quoi inventer au niveau de nos dispositifs pour qu'ils soient RSE et dans nos politiques pour qu'elles soient dans le S du RSE. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Par contre, comme je le disais en introduction, comme on a un média très puissant qui est vu par beaucoup de personnes, on rentre forcément dans le scope. Est-ce que vous comprenez les demandes de sobriété actuelles? Parce que, enfin, il faut quand même qu'on se remette dans le calendrier. L'année dernière, lors de la négociation de l'examen du projet de loi climat et résilience, on était sur décarboner l'industrie. Aujourd'hui, on demande, et il y avait déjà une demande de sobriété, maintenant on demande une nouvelle demande de sobriété qui n'est pas liée à une crise énergétique liée à la guerre, c'est parce que nos centrales nucléaires sont à l'arrêt. Donc, comment vous répondez à cette demande d'extinction plutôt de vos dispositifs, de moduler l'éclairage de vos mobiliers? Ouais, peut-être je peux t'en répondre en un mot, mais donc évidemment, il y a tous ces qui paraissent à chaque fois être frappés de bon sens. Voilà, donc évidemment, il y a les mesures de bon sens. Bon, ok. Mais moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'on a un vrai problème d'approche un peu plus scientifique sur ces sujets-là. C'est le problème, c'est qu'on a un système comptable, donc on a tous une comptabilité, on est capable de dire, on fait un chiffre d'affaires, mais l'impact environnemental, l'impact carbone, éventuellement des impacts RSE avec la partie sociale, avec des vrais chiffres, n'existe pas. Donc quand nous, en tant que secteur, on a une trajectoire carbone sur l'impact carbone, et donc on peut avoir des impacts sur les mesures de sobriété, où on a un indicateur, on fait ça, ça apporte ça, sur la trajectoire, ok. Bah, la réalité,
C'est que nous, on a fait le travail, les autres ne l'ont pas fait. Vous avez votre Donc, calculateur avec l'UPE. Oui, on a le calculateur. Mais si les autres médias, si les autres industries, au niveau du pays notamment, n'ont pas ce solfège-là, en fait, toutes ces mesures, voilà, ça va être avec beaucoup d'idéologie, du bon sens parfois, et c'est utile, et c'est très bien, mais on rate le vrai sujet, qui est on a tous besoin d'un plan de bataille pour la transition écologique, et on n'a pas le référentiel. Valérie, oui. Sur les décrets qui sont arrivés coup sur coup. On en reparlera juste après d'ailleurs avec Stéphane Dautelon. Mais... Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, tu as raison de rappeler que pendant un temps, on nous a dit il faut baisser vos émissions carbone. Ok, on a tous entamé ça. Bon, nous, par exemple, moins 45% à horizon 2025 d'émissions carbone dans les gares. Ok. Un an après, ils arrivent, baisse des consos énergétiques, vous allez couper tous vos mobiliers à 1h du matin. Pas de problème, on le faisait déjà en grande partie sur une grande majorité de nos mobiliers éclairés. Nous, alors, je vous donne notre exemple pour dire le côté complètement incohérent de ces démarches complètement, j'allais dire, défragmentées. Le législateur nous dit il faut que vous installiez des capteurs, enfin on est obligé d'installer des capteurs pour devoir éteindre à distance l'ensemble de mobilier. Hein. On a tous cette ordonnance à faire. En cas de forte tension RTE, bien évidemment, on ne va pas aller contre ça. Enfin, en tout cas, je pense que mes camarades sont d'accord avec moi. S'il y a vraiment une vraie tension sur le réseau électrique... Des millions d'euros d'investissement à faire à un moment où... Oui, mais ce que je veux dire par là, Isabelle, c'est qu'on n'a jamais dit non à l'effort de sobriété qu'on devra tous faire si jamais on était en période de pénurie. C'est ça que je veux dire. On n'a jamais lutté contre ça. Simplement, on dit laissez-nous un peu de temps. Ça coûte un petit peu d'argent et parfois, regardons la cohérence. Je vous donne notre exemple. La SNCF. Aujourd'hui, on a 12 mobiliers publicitaires installés. À horizon 2025, on va réduire, on va dédensifier pour arriver à 3000 écrans numériques. On va vers du tout digital. J'interroge le législateur en lui disant « Pouvez-vous me dire si ça a du sens que j'achète aujourd'hui un programmateur à distance, que je vais donc installer sur un mobilier, que je vais commencer à déposer d'ici 3 à 6 mois ?» Même le législateur, les conseillers techniques à qui on a parlé au niveau du ministère, ah oui, bah oui. Voilà, c'est ce genre de choses, quand tu parlais d'approche diagnostique, d'approche scientifique, ça c'est clair que ça nous manque. Et deuxièmement, de la cohérence. C'est tout ce qu'il nous faut, c'est de la cohérence. Quand on pilote une entreprise, on est pragmatique, on a besoin d'être cohérent. Et c'est ce qui manque cruellement, je trouve, aux décisions qui sont prises en ce moment. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une réaction qui est très à fleur de peau et un peu démagogique, c'est-à-dire comme on est très visible, comme le disait Olivier, qu'on est un média tangible, qu'on est dans la rue, qu'on est le plus attaqué parce que le citoyen, c'est ça qu'il voit, il ne pense pas à son mobile sur lequel il tweet 15 fois dans la journée et qui impacte beaucoup plus. Voilà. Et du coup, il y a une réponse politique qui est une réponse un peu, je dirais, presque un peu de panique par un moment et à chaud, qui est de dire faut vite qu'on fasse quelque chose par rapport à ce média-là. Effectivement, ça manque d'analyse scientifique, ça manque d'objectivité et c'est dommage parce qu'on est une industrie qui, pour le coup, fait très très bien le travail. Après, sur la sobriété, moi, il me semble... on a toujours été un bon élève, je te rejoins Valérie, et Claire Chanel, comme les autres, on est très engagés. Vous êtes le seul média dans le code de l'environnement, donc forcément, vous avez toujours été... Très longtemps. Et depuis très longtemps. Depuis très longtemps, mais même par rapport à la demande qui nous a été faite encore récemment, et c'est très compliqué, on se met en conformité. Seul média à avoir un décret sobriété énergétique, c'est juste hallucinant. Et quand on regarde en 1973, Pierre Messmer disait on va éteindre les programmes de l'ORTF plus tôt pour que les gens utilisent. Enfin, la télé, 25% des dépenses de technologie de l'information et de la communication. La chasse au gaspillage, c'est aussi du bricolage. Enfin, on est dans l'incantation et le symbolique et le totem. C'est ce qu'il faut se dire. Vraiment. Moi, je suis vraiment partante, je crois qu'on l'est tous, parce qu'on sait de façon intrinsèque ce que toutes nos entreprises respectives font tous les jours et ce qu'au sein de l'UPE, nous faisons également. Il y a un coup contact, et c'est quelque chose que les annonceurs adorent, qu'il y ait un
coût énergétique contact. Je peux vous dire que le média de consommation collective, qui est le média de la communication extérieure, ce que tout le monde oublie un peu, parce qu'on a été submergé depuis 15 ans par ces médias du one-to-one. C'est vrai qu'on est un média du one-to-many et du one-to-few. Dans ces périodes de sobriété énergétique, le média du one-to-many, quand 1 heure de streaming sur un laptop, ça consomme plus qu'1 heure d'un écran d'IOH dans la rue, ce sont les chiffres de nos confrères allemands, et on va les transcrire pour le marché français. Donc, l'ADEME l'a fait. Une heure de streaming, un peu plus qu'un écran, quel qu'il soit, qui soit à l'extérieur. Le streaming, ça touche de 1 à 4 personnes pendant cette heure-là. Nous, on en touche entre 500 et 3000. Je vais vous demander le pire exercice possible, puisque être utile, c'est être utile, bien sûr, à la société, c'est le sociétal, c'est l'environnemental, c'est aussi vos clients. Alors, en 2023, comment serez-vous utile pour vos clients? Vous avez 1 minute chacun. Qui veut commencer? Vous n'êtes pas obligé de faire 1 minute. Hein. Je viens commencer aussi. Parce qu'il nous reste 25 secondes. Voilà. Enfin, on a dépassé le 25 secondes. Alors, je vais essayer d'être très très court. Il y a 3 choses sur lesquelles on peut être utile. D'abord, les annonceurs ont aussi des enjeux environnementaux. Et si on peut les accompagner là-dessus, il faut qu'on le fasse. C'est les offres vertes, c'est donc pouvoir faire un affichage qui est moins impactant, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Et nos propres impacts carbone sur lesquels nous travaillons, c'est aussi un moyen de réduire l'impact carbone de leur propre campagne publicitaire. Le deuxième élément, c'est la data. À tout point de vue, je pense qu'il faut qu'on arrive à donner encore plus de visibilité à nos annonceurs sur l'efficacité de leur campagne. Chez Clear Channel, on fait beaucoup d'études, notamment d'ailleurs aussi des études qu'on avait appelées Drive to Purpose, donc autour justement de l'efficacité en termes de mise en avant de la raison d'être des marques. Donc ça, c'est la partie data, et on en reparlera à travers d'autres sujets dans la matinée. Et puis le troisième élément, c'est continuer à renforcer l'accessibilité à notre média. Donc, c'est aussi tous les canaux digitaux, le programmatique, le canal direct, le canal automated, pour que notre média soit facile à acheter, facile à actionner. Voilà, c'est peut-être les 3 leviers sur lesquels on peut être utile. J'enchaîne, Léna. On peut être utile en apportant beaucoup de puissance instantanée. C'est la très grande force de ce média, et elle a peut-être parfois été oubliée à l'heure où la télévision, de par les modes de vie, est en train de voir effectivement ses audiences. Ça fait longtemps qu'on le disait, mais là vraiment c'est une réalité accélérée en France. Ce média apporte une puissance instantanée extrêmement forte. Quand vous avez des messages à faire passer rapides, et qui doivent avoir cet impact collectif parce que vous êtes dans une transition, qu'elle soit sur vos packaging, sur moins de sel, sur l'automobile et l'électricité, eh bien, c'est un média formidable pour aller porter cela. Et puis, c'est le média de la proximité. On est tous proches, et quand vous êtes proches, vous êtes utile, car vous allez porter un message contextuel. À l'heure de la fin des cookies tiers, finalement, la géolocalisation de ce média, c'est une chance formidable pour les annonceurs, leurs agences, d'aller tailler des plans hyper contextuels, et pas que en DOH bien évidemment, mais aussi avec le média print. Olivier, Sébastien? Oui, je pense que c'est ça, c'est mettre la puissance de notre média et notre réactivité au service de nos clients. Nos problématiques sont les mêmes que celles de nos clients, qui ont aussi, sont un peu dans une forme d'attentisme pour regarder qu'est-ce qui va se passer au niveau des crises énergétiques et autres. On voit bien qu'on a des carnets de commandes qui se remplissent moins vite qu'à certaines époques passées. On se doit d'être très réactif pour répondre au mieux à leur plan média. Clairement, de faire du drive to store grâce à la puissance de notre média à des moments et à des délais qui sont beaucoup plus courts que ceux historiquement pratiqués. Donc c'est vraiment, nous, ça sera vraiment la réactivité par rapport à ça. Sébastien? Alors, effectivement, le premier point, c'est de toute façon la mère de toutes les batailles, c'est apporter l'accès au grand public, à nos clients annonceurs, évidemment, avec évidemment de plus en plus de techno, de plus en plus des nouveaux formats, vidéo, digital, mais aussi évidemment le traditionnel. Ça, c'est vraiment le point qui est évidemment important. Mais je pense que de plus en plus, on va vendre, quand il y aura 1 euro d'investi en médias, communication extérieure, il y aura ce ROI-là, mais qui a toujours existé, de l'accès à un public avec du ciblage et autres, mais quand même avec les caractéristiques d'un mass média qui est le dernier des mass médias. Mais il y aura aussi, attaché à ça, avec les nouvelles métriques,
l'impact carbone, l'impact social pour le pays, pour le local, parce que le local, c'est quelque chose de fondamental qui pèse énormément dans ce business. C'est grosso modo la moitié de ce business, c'est toujours le local. Donc c'est l'impact qu'on a, mais avec des indicateurs qui sont normés, qui se comparent à d'autres choix qui sont à la disposition des annonceurs. Et je pense que pour les clients annonceurs, il n'y aura pas que le ROI canal historique, il y aura aussi cette dimension-là de ce qu'on fait, de ce qui est fait avec leur investissement. Voilà. Valérie, on finit avec vous. Notre signature, c'est pour une publicité utile. Ça tombe bien. Début d'année. Donc, je ne vais pas dire aux annonceurs, ils savent très bien l'efficacité de notre média. Ils n'ont pas besoin de nous, enfin un petit peu quand même, mais ils le savent déjà. Ce que j'ai surtout envie de leur dire, c'est que on a, à mon avis, besoin de les accompagner parce qu'eux aussi sont attaqués. Ce matin, on parle de la publicité extérieure, mais c'est la société de consommation, c'est les marques qui sont attaquées. Donc, de les accompagner avec sincérité, fiabilité, sur la construction de campagnes qui soient véritablement responsables et démontrées. Voilà. Merci à vous 5.